Salut Antoine, Salut. merci de nous recevoir ici, donc du coup la ferme des Mawajites. Ouais. Peut-être est-ce que tu veux bien nous présenter le lieu? Le lieu, ouais, carrément. Du coup, la ferme des Mawajites à Saint-Élix d'Astarac, dans le Gers, Gers Sud. Ok. Moi, je suis arrivé, il y avait deux loulous déjà qui étaient présents sur la ferme, Guillaume et Grégoire, avec d'autres qui sont partis depuis. Je les ai réunis en 2021, où on a commencé, moi j'ai commencé en maraîchage avec eux, ils faisaient déjà du maraîchage depuis 2017, je crois. On a fait du maraîchage à 3, sachant qu'il y avait déjà c'était pas une activité de pépinière, c'était une pépinière collective. Qui avait été montée avec Laurent Welch sur le même modèle que Laurent Welch, consistait à faire venir des gens, faire un stage de greffe, eux planter les sillons, du coup les arbres greffés en pépinière, s'en occupaient et les récupérer un an après. C'est une association du coup? On a monté une association, l'association des Mawajites, où on fait pas mal d'événements culturels et festifs. Ouais. Qui relie les gens du coup du Gers, et ça c'est très chouette, on fait 5-6 événements par an. Et moi maintenant je m'occupe de la pépinière à 100%, c'est vraiment mon job, enfin à 80%, parce que je fais de l'arboriculture avec Grégoire, sur le modèle de l'agriculture syntropique. Et donc ça c'est une petite activité qu'on garde en commun avec Grégoire. Lui à côté fait de la gémothérapie. Donc du coup, je les invite aussi tes spectateurs à aller sur le site Mawajite. Donc pépinière, maraîchage, arboriculture, vente de plants, de légumes, restaurant, bar, gémothérapie, du coup. Gémothérapie. Ouais. Ah ouais, il y a vraiment un package complet, on va dire. Et c'est une superficie de combien? De 4 hectares. 4 hectares. Grosso modo, ouais. Ok. Alors la pépinière, c'est formule classique, quoi, parce qu'en syntropie, j'y arriverai pas. Ça n'a pas forcément trop de sens pour moi. C'est plus expérimental, du coup, le côté syntropie? La syntropie est une expérience, ça c'est clair, mais nous, c'est vraiment l'atelier d'arboriculture. Donc là, on produit des pommes et des petits fruits. Grosso modo, on a beaucoup diversifié, mais la production principale, c'est quand même les pommes, qu'on conduit en agriculture syntropique. Voilà. D'accord. Avec différentes strates, avec de la perturbation, en utilisant un peu les principes du coup de la, à fond. De la syntropie. Ouais, c'est un grand sujet. Grégoire, lui, est formateur. Moi, je me suis greffé là-dessus en ayant appris en République sous les tropiques, quoi. Ouais. Et en ayant vu que c'était incroyable là-bas, quoi. Du coup, en essayant de transposer ça en climat tempéré, quoi. Exactement. Et la pépinière est née de là parce que du coup, on avait un besoin de plants assez important parce que la syntropie, une des particularités, c'est de planter relativement dense en s'inspirant des processus du biotope environnant. Du coup, vu qu'il y a beaucoup de plants, la pépinière a monté crescendo, quoi, notamment sur le côté petits fruits. Tout à fait. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est une remarque que je me suis faite aussi avec les jardins-forêts. Ouais. C'est qu'en fait, jardin-forêt-pépinière, c'est lié, quoi. Ouais. Parce que vu la densité du système en syntropie, c'est pareil. Si tu n'as pas de quoi multiplier tes plants, c'est compliqué, quoi. Donc je pense que les deux sont liés, quoi. Tout à fait, ouais. Après, rien ne t'oblige d'avoir une activité professionnelle qui te rémunère là-dessus. Ouais. Mais par contre, d'avoir un certain degré d'autonomie sur tes plants et tes arbres fruitiers et champêtres aussi. Tout est possible sur la récolte de graines aussi. C'est un monde qui est très très large. Nous, ce qui est chouette, c'est qu'on est plusieurs. J'ai aussi mon colocataire qui est à fond là-dedans, qui n'est pas forcément à la ferme, mais qui fait une récolte de graines incroyable. Ok. Tout l'été, ce qui fait il y a du monde qui est intéressé par le projet, qui vient du coup beaucoup se renseigner sur qu'est-ce que l'agriculture syntropique. Ouais. Il y a un partage de connaissances, quoi. Du coup, vu qu'il y a un dynamisme, du coup, vous êtes plusieurs, du coup vous entraidez, vous partagez vos puis c'est connaissances. C'est comme ça que tu as appris ou... Oui, beaucoup. Je pense que on apprend autant, si ce n'est plus, en faisant que dans les bouquins. Les bouquins, ils nous structurent un peu, mais moi, je me suis reconverti. Je suis ingénieur du son de formation, rien à voir. Mais j'ai passé un BPREA, comme beaucoup de gens, et j'ai obtenu la capacité agricole et je me suis installé. Mais en apprenant beaucoup des collègues,
si ce n'est même après complètement des collègues, puisque les bouquins, tu les lâches un peu, hein, concrètement, tu les suis de temps en temps, mais moi je suis pas non plus... Ouais, pour aller piocher des infos. Et dans les tropiques, tu es allé où du coup? J'étais en République dominicaine, dans les Caraïbes, où il y a 2-3 expériences d'agriculture syntropique qui m'ont suffi à voir que c'était fou. Bon, bah, la forêt amazonienne, enfin la forêt tropicale, elle est incroyable. Elle pousse à des vitesses hallucinantes. Du coup, moi, en l'espace de 6 mois, je voyais des changements. Je ne pourrais pas te dire que c'est l'agriculture syntropique parce que je n'avais pas de recul. Tu vois, je débarquais là-bas, je n'avais pas de notion de ce qu'est la forêt tropicale. Mais ouais, c'est très, très galvanisant, quoi. Et ça m'a vraiment donné envie de travailler dans les arbres. Si tu veux, je m'étais dit, bon, je fais un diplôme d'agriculture. J'ai trouvé maraîchage bio parce que c'est un grand classique. Parce que mine de rien, il y a de la demande dans ce domaine. Tout en me disant, je ne ferai jamais du maraîchage parce que je ne veux pas être au sol, je veux travailler à hauteur d'homme, quoi. Donc là, le shift est en train de se produire via l'arboriculture, récolter des pommes, enfin en tout cas être dans les arbres, avec les arbres, à l'ombre. C'est un truc qui me parle beaucoup plus que du maraîchage annuel, potager, l'arbre est plus durable et il est un peu le socle quand on veut recréer. Grande partie des écosystèmes dans le monde, quoi. Et le jardin-forêt, du coup, tu as des notions où ça te parle? Un petit peu. J'avais lu Martin Crawford à l'époque. Après, je suis parti dans une direction, dans le sens où il fallait que je me rémunère. Du coup, on est plus parti sur la culture productive, agricole. Mais j'ai toujours ça dans un coin de ma tête, sachant qu'en plus, bon, là, on a une forme de jardin-forêt avec des lignes. C'est vrai que la frontière est ténue. La frontière est très ténue. Peut-être vous êtes sur des lignes, du coup, comme c'est sur de la production? Ouais, sur des lignes, on réfléchit beaucoup aux espacements, on réfléchit beaucoup aux strates, du coup, que vont avoir les différentes essences, quoi. En essayant, en gros, en 2 mots, la syntropie, c'est s'inspirer des processus naturels dans une dynamique de temps, d'espace et de perturbation. Grosso modo, dans le temps, du coup, ça va être respecter les cycles, s'inspirer des cycles de vie de la nature. Où un peuplier va vivre 80 ans, un chêne va vivre 200 ans, à la grosse louche. S'inspirer aussi de leur strates, du coup, dans l'espace. Et du coup, de voir comment se passe dans la nature l'occupation dans l'espace des arbres et essayer de réitérer le phénomène dans un processus vraiment agricole où qu'on puisse gérer à peu près comme un arboriculteur, quoi. C'est-à-dire que derrière, l'objectif, c'est vraiment de produire des pommes et d'être rentable à la fin à ce niveau-là. Et ça fonctionne, du coup? Ça fait combien d'années, du coup? 2021? Non, vous n'avez pas commencé en 2021, si? Alors, Grégoire Servant, il a planté une parcelle qui est juste en dessous, qui est sur sa 6e feuille, je crois, 5e, 6e année, un truc comme ça. D'accord, ok. Chaque fois, j'oublie. Et ça produit. Ça produit. Après, c'est une toute petite parcelle test où il y a plein d'erreurs. Et ça fonctionne. Là, on en est au point où il faut qu'on trouve des solutions mécaniques pour s'en sortir en termes de temps, parce que concrètement, il y a quand même beaucoup de pertes. Donc le 3e élément, c'est la perturbation, c'est donc de la taille. On va venir tailler beaucoup, puisqu'on plante très densément, pour ramener de la matière organique au sol et tendre à être auto-fertile, comme une forêt l'est en fait. La forêt ne demande pas d'eau ni d'intrants. Elle est elle-même fertile, donc nous, l'idée, c'est d'avoir beaucoup de matière végétale et de biomasse, c'est de venir ramener une grosse partie de cette biomasse au sol. La plupart du temps, même exclusivement, cette biomasse vient de plantes qui ne sont pas les plantes qu'on veut produire, enfin qu'on veut vendre. Alimentaire, quoi. Alimentaire. Certains disent plantes support, on a plein de plantes support, si tu veux, qu'on va tailler, remettre au sol pour alimenter la machine et du coup pour que les pommiers puissent produire des pommes. Du coup, ça demande beaucoup de plantes. Ça demande beaucoup de plantes. Et beaucoup de logistique, enfin de réflexion
de planification, de choses comme ça en amont, j'imagine. Ce qui est passionnant d'ailleurs, c'est pour ça qu'on le fait nous, c'est que à chaque fois il y a des challenges, chaque année est un nouveau challenge, sachant que c'est vraiment plus, c'est plus un film qu'on regarde qu'une photo, quoi. C'est-à-dire que le design de la parcelle change petit à petit. On va être très dense sur la première année pour occuper l'espace au maximum, pour faire le plus de photosynthèse possible. Qui dit photosynthèse dit énergie produite par les plantes, dit du coup pour tous les micro-organismes du sol, etc. Donc c'est en ça qu'on régénère nos sols. Et par contre, petit à petit, on va ouvrir le système parce que les pommiers auront quand même besoin de lumière. Donc c'est une image qui bouge dans le temps et c'est ça qui est passionnant aussi. C'est comment conduire le système et voir petit à petit quelles sont les choses qui marchent et quelles sont les erreurs aussi, parce qu'on est... Bon, c'est très récent comme pratique en climat tempéré. Il y a assez peu d'expériences qui ont 5-6 ans, quoi. Il y en a même très peu. Donc c'est encore voilà. en train de... Ouais, c'est en devenir. C'est en devenir. Mais ça progresse à fond partout. J'ai l'impression qu'il y a un engouement en tout cas. Ouais. Mais c'est vrai que, comme tu dis, il n'y a pas encore les machines, il n'y a pas tout le système, notamment je pense aux machines agricoles et tout, qui ne sont pas encore développées pour ce type de culture, quoi, finalement. Non, même si... Il y a l'agroforesterie, on parle d'agroforesterie beaucoup. Ouais. Et donc la Saint-Tropez, c'est une branche, ce serait une branche un peu de l'agroforesterie, quoi, finalement. Ouais, on peut dire ça, si ce n'est que l'agroforesterie au sens classique du terme, où ça va être un arbre tous les 15 mètres. J'en ai vu un peu en arrivant. C'est très très différent, quoi. Ouais. C'est des arbres isolés, quoi. Là, on est beaucoup plus dans une dynamique forestière, quoi. Mais t'as de la diversité ou c'est des cycles, c'est quand même des cycles qui vont se répéter? Du coup, là, tout est possible. De toute manière, nous, ce qu'on dit toujours, c'est que c'est une boîte à outils. Derrière, tu en fais ce que tu en veux. Il y a des fermes, parce que du coup ça vient des tropiques, il y a des fermes qui sont sur 4, 5, 6 espèces et d'autres où il y en a beaucoup plus. L'idée c'est d'avoir une strate émergente, une strate haute, moyenne et basse. Enfin, on peut subdiviser ces strates comme on veut, mais en gros c'est d'occuper quand même l'espace et du coup forcément qui dit occuper l'espace avec différentes strates dit différentes espèces. Après voilà, plus on diversifie, nous c'est ce qu'on se rend compte avec Greg, plus on diversifie, plus derrière c'est compliqué de standardiser le système, toujours dans une vision de production. C'est peut-être une des différences, je ne sais pas, mais c'est vrai que le jardin forêt, ça peut paraître moins technique, plus accessible. En fait c'est très similaire, sauf qu'on l'aborde peut-être un tout petit peu différemment. Notamment sur la taille, mais je pense que là en fait ce qui est vachement intéressant, c'est que du coup avec mon colocataire cette fois Tristan, on est en train d'acheter un terrain où on veut mettre en place quelque chose de beaucoup plus proche d'une forêt jardin au sens où l'entendent la plupart des gens, quoi. Quelque chose d'un peu plus archaïque, d'un peu moins en ligne. Il y a beaucoup de pentes, donc de toute manière on va planter un peu là où on peut et on risque de faire des îlots, tu vois. C'est encore pas défini, mais du coup c'est des choses qu'on peut retrouver dans certains bouquins de forêt-jardin. Moi ce que je trouve en tout cas qui fonctionne, quoi, c'est d'avoir des arbres qui poussent à côté d'autres, quoi, comme dans un milieu naturel. Ça peut être dans un roncier, comme chez Alexis, voilà. Entre autres, parce qu'il n'a pas que des arbres dans des ronciers, mais sinon les gens ils vont dire waouh. Il y a la vidéo. Il pique un peu. Il y a de tout. En tout cas, il y a de la diversité, quoi. C'est vrai que la Saint-Tropez, du coup, ça peut être un outil, comme tu dis, finalement, une compréhension du système. C'est ça. Qui fait qu'une fois que tu as compris, moi ça a déclenché pas mal de trucs chez moi au niveau du jardin forêt où j'ai compris des choses et j'ai mis des choses en application sans faire de la Saint-Tropez pure et dure. Non, mais il y a des plantes qui occupent trop d'espace, tu as l'impression que du coup tout le monde se cherche un peu et tout le monde va chercher la lumière, mais tant mieux. Tu en prends la moitié ou un tiers que tu fais tomber, que tu trognes, que tu ramènes au sol et tu nourris ton système. Ouais, déjà, rien que ça. Rien que ça, en fait, si tu veux, c'est une très bonne base, quoi. Et quelque part, si on force le trait, c'est ce que faisaient déjà certains anciens dans les forêts, en les gérant, en ouvrant des endroits et en sélectionnant certains arbres.
Bon, bah, quand il y en a 3 l'un à côté de l'autre, on en sélectionne un des 3. Et le reste, par contre, surtout, on l'enlève pas, quoi, et on va pas le. On n'invente rien non plus. On le laisse au sol et voilà. Donc je pense que non, ouais, c'est. Enfin, nous, en tout cas, on va garder ça en tête. Je pense que c'est carrément adaptable et peut-être de manière plus empirique, en voyant ce qui se passe sur le lieu, en se disant bon, bah voilà, j'ai une freinée qui pousse naturellement, bah le frêne, ça va être mon allié, quoi. Je vais planter dans la freinée et puis dès qu'en fait les frênes vont prendre trop de place, j'éclaircis au printemps. Du coup, je trogne les freignes. Du coup, a priori, suivant ce qu'on a tendance à ressentir, à voir dans nos systèmes, quoi, ça va libérer une information de croissance par tout le système racinaire, de tous les freines qu'on va trogner à l'arbre fruitier ou autre que tu veux garder. Garder, ouais. Tu sélectionnes, tu interviens. Ouais. Bon, c'est vrai que là, il y aurait tout un sujet à dire. Non, mais une forme des formations que vous faites du coup ici. Ouais. Grégoire et Pablo. Ok. Encore un autre acolyte. Le Gers représente. Après, on pourra le voir en direct, mais notre parcelle d'arboriculture avec Grégoire nous sert à lui, du coup, pour de la récolte de bourgeons, pour de la gémothérapie. Donc ça, c'est une forme de phytothérapie. C'est un macérat, c'est une macération à froid dans de l'eau, de la glycérine et de l'alcool. Et c'est super pour plein de maux du quotidien. Ça fait partie de la production finalement que tu peux avoir, il n'y a pas que les fruits, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que de toute manière la syntropie, c'est un mot qui commence en plus maintenant à perdre en sens parce qu'on entend parler de syntropie partout, mais pour moi c'est vraiment une boîte à outils que tu peux utiliser soit pour faire de l'arboriculture, il y en a qui font du maraîchage avec, moi je sais qu'en ayant été maraîcher, j'aurais beaucoup de mal à le mettre en place, mais ça pourrait m'intéresser sur une parcelle test aussi, tu vois. Tu peux en faire de la sylviculture, et je pense que c'est même super intéressant pour de la sylviculture. Ça pourrait être dédié à l'élevage aussi. Il y a des céréaliers qui s'y intéressent aussi. Donc en fait, je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de faire des ponts entre les différentes écoles, les différents acteurs et voir ce qui ressort à la fin, quoi. Et justement, il y a beaucoup de terres agricoles. Justement, est-ce qu'ils connaissent un peu la syntropie? Est-ce que vous leur parlez? Quelle est leur réaction du coup? De plus en plus, ouais. Plus en plus, on fait des visites à la ferme. Les gens sont très enthousiastes. Les gens sont très enthousiastes parce que je pense que ça a du sens. Après, ils questionnent souvent le modèle d'un point de vue financier. Est-ce que ça marche, tu vois. Nous, on voit que ça marche, mais par contre, dire on se salarie que grâce à ça, nous, on se refuse à le dire parce que c'est pas vrai. On ne veut pas faire du prosélytisme, quoi. On ne veut pas survendre ce truc-là, puis on n'a aucun intérêt là-dedans. Si ce n'est que les gens ont beaucoup d'engouement. Après, ça va prendre du temps pour certains agriculteurs qui ont beaucoup de terre de franchir le cap. Et puis de mettre tout ça en place. Oui, bien sûr. Avec le recul nécessaire, il faudrait combien de temps d'après toi pour J'en ai aucune idée. Non, franchement, j'en ai aucune idée. Il faut voir si ça prend réellement au niveau. Puis il faut expérimenter, il faut documenter, il faut. Ouais, mais il faut voir si ça prend au niveau grosse surface. En fait, l'enjeu, c'est qu'il y ait des arboriculteurs qui s'y mettent, qu'il y ait des céréaliers qui s'y mettent et des éleveurs qui ont des gens qui ont de la surface, quoi. Enfin, je pense, en tout cas, c'est mon point de vue, que c'est un des enjeux, en tout cas pour moi, qui m'intéresse le plus. Après, l'enjeu que ça touche plein de particuliers, ça c'est super. Et ça, pour le coup, ça évolue vite. Il y a des bouquins qui sortent, il y a Anaël qui a écrit un bouquin, il y a plein de gens ressources qui sont au top à ce niveau-là. C'est vrai que c'est pas la même démarche du coup. C'est pas exactement la même démarche, c'est très proche, hein, mais c'est vrai que on ne sait pas encore, on n'a pas encore beaucoup d'expérience en grande surface. En grande surface. Parce que je pense qu'on n'a pas encore trouvé exactement les techniques les plus adéquates pour les ITK en grande culture, quoi, les itinéraires techniques en grande culture. Voilà.
C'est en développement. Ouais, mais après la mécanisation, nous on y pense pas mal à Grégoire. En fait, c'est un truc on peut très bien réutiliser des choses qui existent déjà. Il n'y a pas non plus besoin de refaire à zéro. De tout refaire à zéro. Alors Ernst Gotch quand même, qui est la personne qui a vraiment fait naître cette pensée, on va dire ça comme ça. Lui maintenant bosse avec des Suisses allemands, je crois, je ne sais plus exactement, des Européens pour monter tout un système de machines mécanisées qui puissent gérer des hectares, notamment chez nous en climat tempéré. Mais ça, voilà, ça prend du temps. Ah et oui. Derrière, c'est des billets qu'on n'a pas pour directement implanter 10 hectares de je ne sais quoi. Tu vois, voilà, donc je pense qu'il y a ce petit levier-là. Qui peut faire une différence. Qui peut faire une différence, ouais. Ouais, carrément. Non, et du coup, oui, je disais que la parcelle en Saint-Tropez sert à Grégoire donc, pour ses bourgeons en gémothérapie et à moi-même, forcément, pour ma ressource végétale de bouture, essentiellement, bouture, marcotte, de pied-mère, en fait, de tout ce que je vends à la ferme, enfin, une partie de ce que je vends à la ferme, parce que je fais. Donc, en fait, si tu veux, ce modèle-là d'agriculture syntropique aujourd'hui, ici, il est possible pour nous parce qu'on a d'autres activités. Parce que vous êtes multi. Qu'on a plusieurs ateliers. Culture, quoi. Ouais. Du coup, c'est plus résilient aussi. En cas de problème bien sûr. Sur du maraîchage. Ouais, carrément. Ça, c'est ça qui est intéressant. Tu aurais des ressources sur la Saint-Tropez ou ce qui se rapprocherait de la Saint-Tropez, de ce que vous faites. Ou un livre rien à voir qui t'a inspiré ou quoi. Un livre, ça peut être autre chose. Hein. Il y a un podcast sur LSD que moi j'avais trouvé très chouette, qui n'est pas forcément sur la Saint-Tropez, mais qui parle de la forêt Sainte-Baume, qui parle d'agroécologie au sens large. Okay. J'avais trouvé très chouette, qui pouvait faire des liens. C'est clairement pas directement lié. Il y a un bouquin qui est sorti en portugais, parce que ça vient quand même du Brésil, qui est en train d'être traduit en anglais, je crois. Grégoire me disait qu'il voulait le traduire en français aussi, enfin aider à la traduction. Donc ce bouquin va sortir, qui est un peu le pendant, je dirais, sans l'avoir lu, donc bon, c'est pas terrible, mais qui est un peu le pendant philosophique du bouquin d'Anaël, qui me semble plus technique, plus théorique sur la Saint-Tropez en climat tempéré. Encore que, voilà, je ne l'ai pas lu non plus, celui d'Anaël, donc... fait est que vu que nous on est rentré dans le processus et que moi je suis quand même beaucoup sur la pépinière, c'est un sujet qui me passionne, mais j'ai du mal à y accorder plus de temps que le temps que j'y passe dans les champs déjà, quoi. Même si après par contre j'y m'étais beaucoup intéressé sous les tropiques, et toutes les ressources qu'on trouve sur Life in Syntropy sont super. Toutes les ressources qu'on trouve produites par la team d'Ernst Gotch sont top, qu'il faut compiler, après qu'il faut imaginer dans nos cultures. Je pense que c'est compliqué quand tu n'as pas vu les tropiques, parce que c'est vrai que on parle de cacao, mais si tu vois pas l'arbre, on te parle de manguier, etc. Mais ouais, sur internet, il y a plein de choses. Après, je vois des avocats, certaines variétés d'avocats qui commencent, les agrumes. Non, c'est on clair. Essaie de... les agrumes, nous, on va s'y mettre aussi. Mine de rien, Greg, il a un projet de verger où il va planter de l'olivier, des grenadiers et certainement des agrumes. Donc, c'est des plantes bien plus méditerranéennes que ce qu'on plantait ici avant. Parce que ça change, quoi, tout simplement. Du coup, oui, ça pourrait se tropicaliser un peu, mais clairement, on sera quand même loin de l'avocat, dans le Gers en tout cas, quoi. Loin de la taille non plus, il ne saura pas la taille de ce que c'est là-bas. Clairement pas, ouais. Donc voilà. Ok, super. Bon, bah écoute, allons visiter ça, j'ai envie de te dire. Let's go. Yes. On voit les trous qui sont très proches. Ils sont très proches et au-dessus. Et ce qu'on dit tout le temps aux gens, c'est ayez pas peur, allez-y, foncez, parce que c'est vrai que ça fait un peu peur. Que pour que ça avance en France.
carrément. Il faut des preuves, des machins, des trucs. Ouais. Mais après, je suis comme toi, hein. Je sais qu'on va dans le bon sens. Ouais, c'est clair. C'est clair. Donc explique-nous. Donc là, il y a 3 parcelles. Enfin, il y a une grande parcelle d'1 hectare qu'on a divisée en 4. Et on s'est dit, chaque année, on va faire à peu près 2500 m². Ce qui n'est pas tout à fait le cas parce que la deuxième année, on a fait plus. Mais grosso modo, la première parcelle donc à gauche que tu vois a 2 ans. Donc c'est sa 2e feuille. La parcelle ici a 1 an. Okay. Ah non, du coup 2 ans, pardon, c'est sa 3e feuille. Et celle du dessous qu'on voit, on voit des lignes, on voit des lignes de paille là. Celle-ci, on l'a plantée cet hiver. D'accord, ok. Donc l'idée, c'est de planter une parcelle chaque année. Chaque année, quoi. Et ça évolue, quoi. Ouais. C'est ça, dans le temps, comme tu disais. Exactement. Ouais. Et du coup, déjà parce que c'est beaucoup de boulot, quoi. Ouais. Donc planter 1 hectare, c'est pour l'instant, on aurait eu du mal. Et on est toujours en train de tester plein de choses, donc le faire petit à petit nous permet aussi forcément de voir ce qu'on a fait l'année dernière qui fonctionnait mieux, etc. D'accord. Donc ça, c'est une parcelle, grosso modo, à chaque fois on produit de la pomme. Donc à chaque fois il y a des pommiers au centre. On les voit un peu mieux sur les 2 lignes là qu'on a taillées. Donc là, c'est 2 lignes à droite de la parcelle la plus vieille. Je ne sais pas si on va voir. On a fait de la perturbation là cette semaine. Du coup, on voit notamment que les saules sont très rabattus fort, que les peupliers, il en manque quelques-uns, mais ils sont plutôt remontés. Bref, on a ramené de la matière organique au sol, quoi. Tandis qu'à gauche, c'est encore comme ça l'était au début du printemps, et on va venir perturber. On n'a pas fini, en gros. Ce que je disais surtout, c'est que c'est une parcelle de pommiers à peu près partout, avec pas mal de cassis pour Grégoire, notamment pour la gémothérapie, parce que c'est un des bourgeons phares. Parce que cette ligne-là, on verra mieux. En gros, donc on produit de la pomme. Donc là, il y a un pommier. Alors celui-là, malheureusement, il était mort, donc on l'a replanté. Il n'a pas 2 ans, il est tout récent. On essaye d'occuper le plus de strates possible. Donc là, on va occuper la strate basse au pied du pommier avec de la consoude qu'on fauche régulièrement et qu'on ramène au sol. Ce qui évite l'enherbement au pied du fruitier, parce que c'est quand même un des problèmes, les herbacées. À gérer, au pied des fruitiers, c'est compliqué. À côté, on a de la caseille. On avait fait une première ligne de caseille ici. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'était une championne de la biomasse. Ici, on le voit beaucoup mieux. Le plan est très robuste. C'est un hybride entre de la cassis, la groseille à maquereau et du cassis. Et du cassis sauvage. Je crois que c'est une triple hybridation. Je pense que tu pourrais en goûter. Genre là. Je connais les groseilles à maquereau. Tu vois, ça ressemble. Ouais, ça ressemble, Et c'est très bon, celui-là, il n'est pas tout à fait mûr, mais il y en aura d'autres. Ça y ressemble aussi au goût, mais c'est différent. Franchement, je trouve que c'est vraiment entre les deux. Et nous, ce qu'on adore, c'est qu'en termes de biomasse, c'est vraiment cool. Parce que ça pousse fort, quoi. Là, la pousse de l'année, voilà, là, la pousse de l'année, c'est ça, quoi. Donc, on est en juin, quoi. Donc pour nous, c'est très chouette. On le voit pas trop, mais on a un acer, je vais y arriver, c'est un érable champêtre. Donc lui, tu vois, il va monter. Ah oui, il est carrément lui, c'est vraiment dans le... Ouais, on les plante ensemble, parce que dans la nature, tout pousse ensemble. Si tu te mets à la lisière entre une prairie et une forêt, tu verras un roncier ou plein de pruneliers, et c'est infranchissable. Et il peut y avoir des plantes tous les 10 cm, quoi. En fait, nous, on a peur, mais c'est vraiment... on anthropise une peur de se dire c'est trop serré parce qu'on a l'habitude d'écarter les arbres, quoi. De les planter à leur taille adulte. Nous, on ne les plante pas forcément à leur taille adulte. Les pommiers, on les plante à leur taille adulte. Et tout le reste, si tu veux, on sait qu'on va en éliminer petit à petit quelques-uns, quoi. On a la caseille avec cette strate du coup haute, qui est l'érable. À côté, là, on vient de trogner des saules, qui va être une strate moyenne. Donc là, le saule, si tu veux, derrière, tu l'as là, en plein contre-jour,
Ça, c'est celui qu'on n'a encore pas trogné. Et peut-être qu'on peut se diriger vers cette haute ligne, comme ça tu verras. Ouais, on voit l'évolution petit à petit. L'évolution, où en fait, voilà ce que ça donne quand on va attaquer la perturbation sur cette ligne la semaine prochaine, quoi. Il y a quand même beaucoup plus de matière organique. Et les saules nous apportent, en ce moment en tout cas, pour la deuxième année, le plus de matière organique. Et puis après, les noisetiers vont prendre le relais. Ici, on a plein de choses qui vont prendre le relais, quoi. L'eucalyptus ici, lui, va avoir une strate haute, voire émergente même, et va du coup vraiment occuper le haut de la ligne et va commencer à nous donner de la matière organique d'ici 1 an ou 2, quoi. Ah, là, il y a une belle densité là. Ouais. Non, c'est chouette, on est content. C'est très beau. Après, voilà, c'est... En fait, même si ça marche pas, j'ai envie de te dire, moi je suis très heureux de faire ça, quoi. Ouais. Et en plus, moi je suis convaincu que ça marche. Après, voilà, la question toujours je pense, qui est notre démon dans ce monde, c'est est-ce que c'est rentable? Et ça, moi, c'est une question, j'ai même plus vraiment envie de... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie de me la poser, parce que je sais très bien pourquoi on se la pose, et c'est fondamental. Et en même temps, justement, si on ne fait que des choses rentables, je pense qu'on court à notre perte dans ce monde. Donc il faut faire des tests et il faut aller de l'avant, quoi. Notamment dans des directions agroécologiques, quoi. Ouais, peut-être que la production vient plus tard. Finalement, si c'est pas ton but premier. La production ne viendra pas plus tard, elle va venir au même moment. Ouais. C'est juste que forcément, en mettant... parce que là, par contre, ce que je dis pas assez, c'est qu'on est autonome. Je veux dire plus. Ouais, voilà, la rentabilité sera peut-être un peu moindre parce qu'on ne met pas des pommiers greffés sur nanifiant, ce qui est le cas de la plupart des arboriculteurs, parce que ça produit beaucoup plus. Et du coup, en termes de tonnes de pommes à l'hectare, on sera peut-être un peu en dessous, mais sur du semi-vigoureux. Donc là, on est sur du semi-vigoureux. Et c'est quoi comme variété du coup? On risque de produire pas mal. Ouais. En pommes, on a de la Gold Rush, on a de la Pinova Corail en bas. On a des variétés assez récentes parce que, mine de rien, c'est celles qui sont demandées aujourd'hui sur les marchés, quoi. D'accord. Les gens sont quand même pas mal habitués à un goût acide et sucré à la fois, et avec une texture relativement dure. Ouais. On a quelques variétés un peu plus anciennes. Il y a des rainettes clochardes, il y a 5, 6, 7 variétés, je crois. Au début, on était un peu parti fleur au fusil sans trop savoir, du coup, sans avoir fait d'études forcément plus poussées que ce qu'on voulait. Ouais. Mais en bas, on est resté sur des variétés récentes et on en a mis peu, quoi. On a mis 3 variétés en bas, pour te dire, sur les mêmes lignes, tandis que là, on doit en avoir 5 ou 6. Histoire quand tu fais une récolte, tu fais une vraie récolte. Voilà. Et ça, c'est des questions d'arbo, mais qui ont du sens, quoi. Et les lignes sont similaires ou... Les lignes sont plus ou moins similaires. Celle-ci, en fait, c'est une des pires parce que les pêchers, ils n'ont pas pris. Mais là, tu es sur une ligne avec des vrais pommiers. Enfin, avec des vrais pommiers. Celui-là, il a 2 ans. Le design qu'on a fait, après, voilà, un design, c'est vraiment... c'est parce qu'on s'est dit que ça nous intéressait nous, mais il n'y a aucune raison de faire pareil ailleurs. Nous, on a fait 2 ou 3 lignes de pommes, je crois. Une ligne de prunes cerises, puis repomme, reprune, cerise. Non, sur la modalité prune cerise, on a fait une fois prune cerise, une fois pêche cerise. Les pêches n'ont pas fonctionné. Voilà. Et en fait, dès maintenant, on se dit que avoir des cerisiers comme ça, c'est un peu osé. Parce qu'il y a la mouche qui a un peu un fléau et sans filet, la plupart des abos nous disent tu n'auras pas de cerise, ou très peu. Les pêches, on les avait fait en semi-direct de noyau et en fait le sol est pas trop le biotope où va pousser un noyau de pêche normalement. C'est des sols de bas de coteaux qui sont quand même relativement lourds, ils sont bien équilibrés, mais il y a eu beaucoup d'eau, notamment au début, et le pêcher, il est pas fan de l'hydromorphie. Il pousse plutôt sur des sols drainants, quoi. Donc
Donc voilà, il y a plein de petites erreurs comme ça. Ce qui ne nous empêche pas demain de changer, de mettre à la place des pommiers, des pruniers ou des cerisiers, des pommiers, quoi. On est relativement sur les mêmes espacements de 5 mètres entre chaque pommier. C'est ce que j'allais te demander, ouais. Les lignes sont espacées de 5 mètres. C'est pour les futurs engins agricoles, potentiellement, ouais. En fait, ce qui détermine notre système, c'est vraiment notre culture, quoi. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Il n'y a pas de bon espacement. D'ailleurs, là-bas, on a fait des espacements différents et on peut aller voir la parcelle qui est plus récente. Ouais. On s'est dit qu'on allait faire des lignes de biomasse au centre. Et du coup, les espacements ne sont pas les mêmes. Et pour te dire, je vais même peut-être te dire des conneries sur les espacements parce que je ne m'en souviens plus vraiment. En gros, ce qui est important, c'est la culture. Et du coup, le pommier, on doit l'espacer tous les combien. Et dès lors que cette info, tu la trouves, tu la valides auprès des pros, tu pars là-dessus, quoi. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Donc les pommiers sont tous les 5 mètres, sur des lignes de 5 mètres ou 6 mètres, tu vois, j'ai déjà un doute. Mais grosso modo, on sait que ça fonctionne. Et derrière, on va faire un design, on va passer un peu de temps sur le design. D'ailleurs, c'est assez chouette, c'est là qu'on se dit, bon, on va mettre un saule à 2 mètres du pommier. Ah ouais, c'est vraiment précis. Ouais, après on sort le décamètre. Ouais, parce que si tu veux, derrière on a besoin de standardiser, quoi. C'est toujours pareil, c'est l'idée de tendre vers une agriculture productive. Ouais, je comprends. Si on sort du standard, c'est là où on perd du temps. C'est là où si tu as un saule, tu ne vas pas le travailler pareil que si tu as un peu plié. Et du coup, si à chaque fois ça change, donc nous on essaye de quand même mettre toutes les chances de notre côté pour qu'à la fin on s'en sorte, quoi. Ce qui n'enlève rien à la beauté, c'est-à-dire que c'est vrai que des fois on a envie que ça soit plus archaïque entre guillemets ou plus naturel. Plus naturel, ouais. Là c'est naturel sur une ligne. Ouais, c'est ça qui est marrant. Ouais, puis bon, c'est avec des grands guillemets parce que qu'est-ce qui est naturel, je sais plus trop. Même si évidemment ça n'a pas une tronche de forêt spontanée. Mais par contre, je trouve que ça fait une forêt spontanée, mais en ligne. Ouais. Non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, une des idées était de faire une parcelle à droite, la dernière, où pour l'instant c'est toujours de la fétuque. L'idée c'était de potentiellement faire des îlots. Tu vois, donc, ouais, peut-être essayer d'autres formes. Le fait est qu'en tout cas, on a l'habitude, on commence à avoir un peu de recul sur les lignes, quoi. Ouais. Et les îlots, très clairement, pour l'instant, on n'en a pas vraiment fait. Mais je sais qu'en forêt-jardin, ça se fait très avec bien. Alexis, voilà. Avec la forêt des délices, nous, c'est ce qu'on fait, quoi. On plante. Ouais. Donc on verra bien, on se posera la question au moment de la récolte, de la production, on se posera la question. Ouais. De peut-être revoir le système, effectivement, mais c'est intéressant en tout cas de voir ça fait jardin-forêt, mais en ligne, plus dense aussi. C'est vrai que j'avais jamais vu ce type de système et franchement, chapeau. Hein, parce que ça, c'est du boulot. Ouais, c'est pas mal de boulot. Je sais ce que c'est. De boulot aussi de réflexion, comme tu dis, tout ça. Donc le rendu est là. Et l'arrosage, comment se passe l'arrosage du coup? Ça, c'est des systèmes du coup qui sont très autonomes en eau. C'est l'avantage, hein, finalement. C'est clairement c'est un des avantages. Après, voilà, nous on ne s'est pas passé de l'eau non plus parce que ça c'était au départ ce que Greg avait fait sur la parcelle qu'on verra juste après, la plus vieille. C'est qu'il s'était dit, moi je fais de la syntropie. La syntropie, l'idée c'est quand même d'être le plus autonome en eau possible, voire même de rappeler l'eau parce que du coup plus on a un arbre, maintenant on sait que l'eau vient de la forêt. Je veux dire, ça, on le savait avant, mais là maintenant il y a vraiment des chercheurs qui ont mis des termes techniques là-dessus. Et du coup, l'idée c'était que les systèmes soient plus autonomes, mais en fait ils sont plus autonomes, on va peu irriguer, mais on garde la béquille de l'irrigation parce que voilà, on cherche toujours à produire des pommes, et si sur un été sec on n'a pas de flotte, que de toute manière on récupère via nos eaux de ruissellement de toiture, ce serait dommage de ne pas pouvoir irriguer avec, quoi. Donc c'est vraiment de l'appoint. Quand il faut. Pour l'instant, on n'a pas irrigué. Bon, évidemment, cette année, de toute manière,
Là, il a beaucoup plu quand même. C'est une belle année. Ouais, carrément. Là, on peut pas dire qu'on peut pas se plaindre de ce côté-là. Ouais. C'est assez exceptionnel. Et du coup, on n'a pas irrigué, mais on va pas irriguer avant un petit moment. Donc voilà. Et puis pour les cultures, en fait, ne serait-ce que pour l'implantation, moi je ne sais pas faire. Pour l'instant, aujourd'hui, je ne sais pas planter des arbres sans les irriguer, ne serait-ce qu'en été sur leur première année. Ouais. C'est à peu près la meilleure façon de tout perdre, quoi. Ouais. Si c'est une année 2022, tu perds tout, quoi. Donc tu es obligé d'avoir de l'irrigation, ne serait-ce que pour sauver tes arbres. Alors tu peux avoir un système un peu moins technique. Là, on a juste des gouttes à gouttes le long des lignes. Mais du moins le temps que le système se lance, quoi. Le temps que le système se lance. J'imagine au bout de quelques années. Bon. Bah, ouais, l'idée c'est de réduire. Très clairement, l'idée c'est de réduire. Et s'il y avait une erreur, un truc à éviter? Un truc à éviter, après il y a plein de détails partout, mais tu vois, ça c'est 2 lignes qu'on voit là. Ouais. Les deux, celle qui est devant toi, tout d'un coup il y a de la mûre sans épines, pas mal. Vois ça, ouais. Waouh. Magnifique. Ça c'est un truc que je vends pas mal en tant que pépiniériste. Ouais. Là il y a une production qui est ultra abondante, c'est des plantes qui poussent encore plus que de la ronce sauvage. Et du coup on en a mis trop, et à gérer là pour le coup, faut tailler très régulièrement, quoi. Et c'est beaucoup de temps pour la taille de la ronce, enfin de la mûre sans épines. Même s'il n'y a pas d'épines, c'est que tu as plein de départs. Alors tu n'as pas d'épines, c'est top. Ouais. Mais voilà, là on va avoir une grosse production de mûres. Du coup on s'est dit que quand même on allait récolter ces mûres pour commencer à produire et ouais, là il y a une petite tranchée. Donc allez-y mollo sur les mûres sans épines. Ouais, par exemple, c'est très vigoureux. Après ce qui est super, c'est que ça te fait très vite de l'ombre pour tes plantes compagnes. Ouais. Et du coup ça leur fait du bien. Donc il faut trouver le juste milieu. Mais pour ça, il faut tester, quoi. Là on a de la mûre qui est repartie au pied du pommier. Ah oui. Ça, manque de bol, c'est encore un pommier que j'ai replanté. Mais voilà, là la mûre elle n'a pas lieu d'être ici. Ouais, c'est vrai qu'il y en a tout le long là. C'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Il manque la quantité de mûres que vous allez avoir. Un des trucs qui est vraiment important pour nous au début, sur la Saint-Tropez, c'est d'être autonome en biomasse pour endainer les lignes d'arbres. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est que ça s'enherbe. Pour pas que ça s'enherbe, il faut qu'on puisse amener de la matière organique, du coup de la paille. Du coup au début, on reste avec une petite béquille de paille de l'extérieur, quoi. Ouais. Et après, c'est la bande enherbée, l'interrang qui va venir, qu'on va venir endainer, quoi. Donc nous, on cherche à avoir vraiment une bande enherbée qui donne le plus de biomasse possible. Et la luzerne était quand même un peu moins satisfaisante que la fétuque qui est sur l'autre parcelle, quoi. D'accord. Par exemple, tu vois, ça c'est un détail où on s'est rendu compte chez nous, dans notre biotope, parce que c'est toujours pareil. En fait, ce que je te dis là, ça n'a pas trop d'intérêt en vrai, parce que faudra voir si c'est le cas chez toi, sur des sols XY, tu vois, avec un climat différent, etc. Chaque lieu est différent. Ouais, chaque lieu est différent. Ouais. Je te montre là. Il y a un poteau juste là-bas, c'est. Ça, c'est pour les rapaces. On avait fait ça avec. Ok, d'accord. Ouais, on avait fait ça avec. Ils viennent se poser là et comme ça ils peuvent réguler. Pas trop. Mais ouais, c'était comment. Dans l'esprit. Comment réguler un peu les rongeurs, parce qu'un des problèmes, notamment quand tu pailles, c'est que tu as pas mal de mulots. Ah, ok. Et du coup. Il faut essayer de trouver des petites solutions. J'avoue que le poteau pour le rapace, je suis pas sûr que. Mais cela dit, ça fait des endroits où les oiseaux vont se percher, vont nicher et vont déféquer. Ouais. C'est ça. Et vont t'amener de la fertie, quoi, au pied du poteau, quoi. Ouais, carrément. Trop cool. Et là, on est sur une jeune. Donc là, on est sur la parcelle qu'on a plantée l'année dernière, où du coup, on a mis beaucoup plus de peupliers, par exemple. Là, on les voit bien. Ouais. Parce que typiquement, sur l'autre parcelle, les peupliers avaient moins bien popé. Ce qui s'est passé aussi, c'est que là, il y avait notre ami Pablo qui avait fait un super job de récolte de graines qu'on a perpétué avec Tristan l'année d'après pour la plantation de cette année. Et du coup, là, on a planté plein de graines. Ok. Et du coup, là, si tu sautes le petit fossé, tu pourras voir directement que ici, typiquement,
Il y a du cornouiller, il y a de la consoude, il y a du coup toujours nos peupliers qui vont prendre la strate émergente. Il y a un cornouiller qu'on a taillé en plus là, vraiment pour qu'il occupe la strate basse et moyenne. Il y a des frênes qui pop. Là, tout ça, c'est du semis, tu vois. Tout ça, c'est des graines qu'on a apportées. Waouh. Ah, et puis après, là, on a mis des boutures de caseille parce qu'on a vu que ça se bouturait très bien. Okay. Les peupliers et le saule, c'est que de la bouture. Et l'autre, voilà, l'autre point dont on parlait au début, c'est que pour mettre tout ça en place, mine de rien, ça coûte pas mal de sous au niveau matériel génétique, quoi. Sauf que y a vraiment un truc à se réapproprier, c'est de récupérer du matériel génétique offert par la nature, quoi. Notamment tout ce qui se reproduit bien. Alors c'est un job à part entière, hein, parce que mine de rien, le peuplier il va bien se bouturer, mais peut-être pas le platane, tu vois. Encore qu'on a fait des tests sur le platane, mais on ne sait pas trop encore. Ouais. Etc. La liste est super longue. Le noisetier, il va beaucoup mieux marcher en semis. En semis, il marche très bien. Donc, okay. On fait des récoltes de noisettes chez les copains. Mais c'est vrai que le peuplier, moi, j'ai pu le tester aussi. C'est impressionnant. Ouais. Enfin, c'est des boutures, tout ça, là? Ouais. Wow. Le peuplier, c'est des boutures. Et là, typiquement, on va venir enlever petit à petit les branches du bas. Parce que nous, on veut vraiment que lui occupe la strate haute. D'accord. Et du coup, on veut qu'il garde sa dominance apicale. Mais d'ailleurs, Greg, il est déjà passé. Tout ça, ça lui fait quand même de la photosynthèse, tu vois. Ouais. Mais tant qu'il a vraiment une dominance apicale importante, on est content. D'accord. Et donc ça va être le cas du peuplier. Mais après, le saule, on va le conduire sur une autre strate. Alors là, il est là. Donc lui, il est beaucoup moins impressionnant que là-bas. C'est vraiment la même plante, hein. Mais lui, on va venir certainement le trogner par là. Et puis il va commencer à faire une boule comme sur la parcelle de l'autre année. Peut-être qu'il y a un frêne qui va popper à travers. Le frêne, on verra ce qu'on en fait du coup. Parce que tous les semis sont spontanés. Ouais. On en met un peu partout. On ne calcule pas à chaque fois qu'on met une graine de frêne. Tu vois, on en met vraiment plein. D'accord. Et ce qui est super derrière, c'est qu'on va venir conduire le système en fonction de ce qu'on a sur la ligne, en fonction de ce qu'on veut, quoi. Et ça, je trouve ça super motivant. C'est-à-dire de se dire, tout ce qui vient d'une prairie dans la prairie, qu'est-ce que tu en fais, quoi? Tu peux passer le giro, c'est une option, ou la débroue, quoi. Tu peux aussi se dire, celui-là, je le garde, quoi. Je le garde, il va pousser, il ne va pas concurrencer, je sais pas, mon amélanchier ou mon agrume ou quoi, tant qu'il n'est pas dans mon agrume ou en tout cas qu'il n'y a pas vraiment des jeux de réciprocité. C'est-à-dire qu'on a vu quand même que si on met un pommier là, à force, il va se décaler. Par lui-même, tu vois, il va se décaler et il va avoir une arcure comme ça par rapport à un peuplier. C'est pour ça qu'on les voit pencher des fois. Donc ça, on le verra sur la dernière parcelle. Du coup, voilà, il y a quand même des règles un peu dans l'espace à avoir, notamment pour nos arbres de production, mais une fois de plus pour nos arbres vraiment support, quoi, qui vont ramener de la biomasse et ramener de la vie dans le sol et qui sont des arbres biomasse ou support, j'aime pas trop, mais en tout cas des arbres qui ne vont pas nous produire des fruits. Eux, ils peuvent être très denses. Et on peut les sélectionner petit à petit. Tu vois, si demain ce peuplier, parce que donc là c'est des lignes où on a planté du féjoa. Alors faut pas les regarder parce qu'ils sont vraiment pas beaux. Parce que malheureusement on n'a pas été bon sur le féjoa, ça c'est un des problèmes. C'est quoi? C'est du... Voilà, ça c'est pas du semis, ça? Non, c'est du plant. Ils ont très mal poussé et puis on a dû les replanter parce qu'on les avait perdus. Bon, puisqu'on a eu des grandes... On a eu des inondations dues à la serre qui est juste au-dessus. Ah. Et ils n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau. Ils n'ont pas aimé. Mais donc, tu vois, c'est un féjoa qui pousse là. Ce peuplier qui est juste à côté, ouais. Lui, il n'a pas vocation à durer, tu vois. Mais dès lors qu'il prendra trop d'espace, ou même le saule, en fait, le féjoa, il va pousser très clairement dans le saule. Et là, tout ce qui est autour du féjoa, en grosso modo, c'est là aujourd'hui pour amener faire de la photosynthèse et amener des sucres élaborés dans le sol pour que le féjoa puisse en bénéficier, quoi. Donc notamment quand on les taille. D'accord. Mais demain, quand le féjoa va pousser, très clairement, ils vont sortir du système. C'est bien, c'est donc pour ça que je te parlais plus d'un film plutôt qu'une photo. C'est-à-dire que là, très clairement, si tu t'arrêtes là aujourd'hui, demain ou après-demain, il y aura très clairement du changement, pas parce que ça pousse, mais parce qu'on aura donné une autre direction, quoi.
Finalement, tu sélectionnes une plante que tu vas produire pour son fruit et tu fais un cortège un peu tout autour, j'ai l'impression. Ouais, carrément. Pour son fruit ou pour ce que tu veux. Pour simplifier. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. C'est ça, et tu amènes plein de monde autour dans des strates plus ou moins choisies, plus ou moins réfléchies. Et après, c'est toujours plein de... Tu vois, là, avec Greg, on s'était dit, bon, bah, on taille les caseilles. C'est le moment de tailler les caseilles parce qu'après il n'y a plus trop d'eau. Bon, mais en fait, les caseilles, on a envie de les récolter parce que mine de rien, c'est bon et on va peut-être même les vendre. Et donc, du coup, on se dit finalement, on va le tailler plus tard. Okay. Les murs, c'est pareil. On ne va pas faire l'apport de biomasse qu'on aurait voulu imaginer là maintenant. Mais on le fera plutôt en septembre-octobre. Ouais, donc première pluie d'automne. Et ça, bon voilà, on ne se l'était pas dit il y a 3 semaines, tu vois. Ouais, tu peux pas non plus tout planifier, il faut être flexible, quoi. Ouais. Et ce qu'on dit tout le temps aux gens, c'est ayez pas peur, allez-y, foncez, parce que c'est vrai que ça fait un peu peur. Mais de toute manière, c'est en faisant qu'on va voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Il faut faire petit, je pense, au début, parce que ça prend du temps, surtout quand on n'a pas les outils de mécanisation. Mais après, il faut y aller, il ne faut pas hésiter, quoi. Il ne faut vraiment pas hésiter. Cette idée qu'on a de complexité, certes, c'est complexe, mais c'est une complexité qui fait plaisir, quoi. Tu vois, qui te dynamise, quoi. Ouais. Vous y passez du temps, quand même? Ouais, on y passe du temps. Là, on y passe 2 jours semaine, 1 jour ou 2 semaines. D'accord. Ce qui n'est pas un arbre va... Non, c'est pas fou, mais parce qu'on a nos activités à côté, quoi. Ouais, mais que celle-ci n'est pas forcément rémunératrice aujourd'hui. Là, on va vendre des petits fruits, je te dis, mais ça reste anecdotique. Du coup, voilà, on ne peut pas y passer un plein temps, quoi. Mais alors, le système est conçu aussi, j'ai l'impression, pour quand même que ça soit plus autonome possible. Ouais. Donc pour intervenir le moins possible, quoi. C'est un peu l'idée aussi à long terme. Ouais, carrément. Bah, comparé à l'arboriculture pure ou un verger, peut-être qui demande plus d'entretien. L'arboriculture demandera plus d'apport, plus d'intrants, mais par contre te demandera moins de temps de conduite de ton système, quoi. Il te demandera à peu près le même temps en taille, parce que nous, nos pommiers, on va les tailler peut-être pas comme des arboriculteurs le feraient sur du nanifiant. On a moins d'arbres à l'hectare, donc on passera un peu moins de temps à la taille. Mais par contre, on aura du temps de taille sur tout le reste. D'accord, c'est pas les mêmes... Je pense qu'on aura toujours tendance à avoir plus de temps à l'hectare en syntropie qu'en classique. Ce qui est par contre important à dire, c'est que on a beaucoup moins de coûts de carbone, de pétrole, notamment parce qu'on ne va pas venir fertiliser et parce qu'on ne va pas venir ou très peu venir traiter. Alors on n'est pas... On n'est pas dogmatique à dire que s'il y a du carpocaps, on va le laisser agir parce que nos lignes permettraient que. Mais l'idée quand même, c'est qu'il y ait une biologie fonctionnelle sur le milieu qui soit bien plus importante que dans un verger. Parce qu'il y a plein d'essences, c'est plein d'espèces différentes. Et ça, on le sait, c'est prouvé maintenant que plus il y a de diversité dans nos systèmes, moins il y a d'attaques de ravageurs, quoi. Donc ça, très clairement, on vise par ces systèmes-là à privilégier la santé des plantes avant tout, quoi. Et ça, c'est des grands paris. Nous, on en est persuadés, on en est convaincus. Mais bon, voilà, il faut du temps quand même pour voir arriver ces phénomènes-là. Et peut-être que si on a un copain en pomme conventionnel qui est attaqué de toutes parts par le carpo et nous pas, on pourra commencer à dire que... À voir un peu là. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne fait pas de traitement. On n'en fait aucun, quoi. Ça paraît évident, hein. Après, ça paraît évident quand tu comprends un peu le vivant. Voilà, il y a des auxiliaires, des prédateurs. Ça se régule, quoi. Ça se régule et le stockage de carbone aussi, je me dis peut-être. Le stockage de carbone, c'est le carbone aussi parce que là on en stocke énormément parce qu'on en produit beaucoup, parce qu'en fait à chaque fois qu'on taille, on a une production de biomasse qui est des fois double, quoi. Et ça on le voit bien sur les saules là-bas. J'aurais pu te le montrer, mais on a taillé des saules au printemps, même à l'hiver en fait. Et là ils ont déjà produit une biomasse qui est quasiment similaire à la biomasse qu'ont produit les saules qui n'ont pas été taillés. Donc c'est-à-dire que
la taille, on l'a posée au sol et ils arrivent quasiment à avoir la même biomasse derrière. Donc ça, c'est de la biomasse aérienne, mais l'autre truc, c'est on crée du carbone liquide, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en venant tailler, notamment en verre, notamment au printemps, fin du printemps, début de l'été, on va venir libérer dans les systèmes racinaires une quantité super importante de sucre, de matière organique en fait liquide au niveau des racines. Et on va aussi venir dégrader des racines, parce que quand on taille une branche, on taille souvent un corollaire racinaire. Et donc du coup, ça aussi, c'est du carbone qui va être disponible pour le sol, pour la vie du sol. Donc en fait, on est vraiment dans moi ce que je trouve de plus abouti chez nous sur la ferme, sur le cycle du carbone, quoi. On essaye vraiment d'être autonome à ce niveau-là. Et de ne pas se dire la paille, on en met autant qu'on veut, c'est une matière qui est infinie. La paille n'est pas infinie puisqu'elle vient du champ d'en face, et que la paille du champ d'en face aurait pu amender les sols du champ d'en face, tandis que si tu l'enlèves pour la mettre chez toi, c'est des sols que tu dégrades à côté, quoi. Donc ça, c'est vraiment le socle de la syntropie, c'est ça, c'est d'être auto-fertile par la matière organique et donc par le carbone apporté au sol. Trop bien. Ouais, alors Greg, il recherche les trucs, il vous faudrait quelqu'un pour... Greg est ingénieur agronome et il est en train là, de bosser avec un gros labo de recherche. On croise les doigts pour que le projet puisse se faire chez lui. Ouais. Où l'idée, c'est de mettre en place des parcelles types, des parcelles tests. Et mesurer tout ça, quoi. Voilà, exactement. Trop bien. Mais moi, j'ai pas besoin de ça en tout cas pour... non, moi non plus. Pour le faire. Mais c'est vrai que pour que ça avance en France, carrément. il faut des preuves, des machins, des trucs. Mais après, je suis comme toi, hein. Je sais qu'on va dans le bon sens. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, mais voilà, ça c'est le système Waouh. Ça c'est le système le plus vieux, qui doit avoir 5 ou 6 ans. Je dirais 5 ans. Donc il y a la parcelle un peu test de Greg. Moi j'étais pas là encore quand il l'a mise en place. Il a planté un peu tout ce qu'il avait. Du coup c'est une parcelle où on a l'habitude de dire que ce qui est top, c'est qu'il y a un peu toutes les erreurs qu'il a pu faire à cette époque. Il a planté aussi vraiment ce qu'il avait sous la main. Donc des fois il y a des poiriers, des fois il y a des pruniers. On a 3 pruniers, donc on a un poirier suivi de 3 pruniers. On voit les troncs qui sont très proches. Et puis c'est impressionnant. Ouais, ils sont très proches et au-dessus pop les peupliers. Là très clairement il y a un problème de densité. Là tu vois les pruniers sont trop proches, mais bon dans l'optique de c'est trop dense, on fait tomber un arbre. Et ben là, quelque part, on pourra faire tomber un prunier, quoi. Alors ça fait chier parce que c'est un prunier, mais en même temps, si tu enlèves celui qui est entre les deux peupliers là et puis celui qui est à gauche, ça libérera et le prunier du milieu et l'autre poirier qui est derrière. Ouais, il y aura moyen de trogner peut-être tout ça. Ouais, alors trogner un prunier, c'est peut-être pas très intéressant, mais parce qu'ils vont pas trop produire du coup. Okay. Mais bon, en tout cas, voilà. Là, tu commences à bosser à l'ombre. Tu commences à bosser à l'ombre du prunier, mais tu bosses aussi à l'ombre du peuplier. Et donc là, on commence à avoir du fruit, très clairement, sur les pruniers. Ça, c'est une variété très précoce. En plus, c'est de la Golden Japan. Du coup, manque de bol, elle a tendance à geler chez nous. Mais là, cette année, pas trop de gel et pas mal de fruits. Ça va être une bonne année à fruits, comme l'année dernière, donc ça c'est chouette. Ouais, on a replanté des trucs. Des interlignes entre les lignes. Et là, voilà, lui, alors là, effectivement, c'est son truc à lui. Là, il a remis des cassis au centre, qui sont du coup à la mi-ombre, pour eux, ça va être top, parce que le cassis, dans son biotope, il pousse pas en plein soleil, quoi, et comme pas mal d'essences d'ailleurs, ne pousse pas en plein soleil. D'accord. Et du coup, vu que là, maintenant, il y a pas mal d'ombre, des eucalyptus, des peupliers, il a mis des cassis au centre pour ses bourgeons. Là, il y a une modalité avec de l'eucalyptus au milieu. Nous, on lui dit tout le temps, mais l'eucalyptus, ça assèche les sols. Ouais, peut-être dans une logique... oui, de monoculture. Voilà, merci. Dans une logique de monoculture. Donc, oui, peut-être que dans une logique de monoculture, l'eucalyptus, ça va t'assécher tes sols. Là, il est mélangé à tellement d'autres essences qu'il y a peu de chances
qui puisse avoir des effets inhibateurs. Bah, en tout cas, ça a l'air de bien se porter. Ouais. Et là, comme tu dis, il y a des belles ombres. Ouais, bah là, on travaille à la mi-ombre maintenant. Et donc après, peut-être sélectionner... Bah là, ce qu'on va faire là, la semaine prochaine, c'est faire tomber pas mal de matière organique. Et là, on va éclaircir partout. On va commencer par... Enfin, on va finir par faucher, mais on va commencer quand même par faucher et faire tomber de la matière organique, des branches notamment des essences émergentes comme le peuplier, l'eucalyptus, etc. Tailler les saules, les trogniers, enfin faire ce qu'on a fait là-bas, mais... Et replanter ou pas? Non, là, le système, il est fait là. Non, replanter, ça va aller, parce que très clairement, on commence à avoir une densité suffisante, même si un des problèmes, c'était qu'on n'était pas assez dense au début. Ouais. Donc on est venu remettre pas mal de choses, quoi. Pas mal notamment de plantes champêtres, quoi. Du mirobolant, ce qu'on avait en fait souvent les fonds de jauge à la fin d'une plantation de haies, tout ce qu'on perd un peu, on venait un peu les replanter là. Du troène, des strates basses, de la filaire, on a planté pas mal de choses qu'on plante dans les haies en fait, afin de diversifier vraiment les strates pour pas qu'il y ait de trous, quoi. En fait, vraiment l'idée concrètement c'est pas qu'il y ait de trous, donc on adorerait typiquement qu'au pied des pruniers et de tous nos fruitiers, on ait une masse feuillue qui occupe l'espace, quoi. Parce que ça maximise la photosynthèse, et qui dit plus de photosynthèse dit plus de matière organique créée dans les sols, quoi. Donc ça c'est vraiment un des fondements principaux, quoi. C'est que si tu veux, de base on va dire que l'occupation en termes de strates, ça va être 20% si on regarde une vue par au-dessus de ta parcelle, on va occuper l'espace à 20% de strates émergentes, 40 de strates hautes, 60 de strates basses, de strates moyennes et 80 de strates basses. Et tout ça fait beaucoup plus de 100% que 100%. Effectivement. Mais en fait, la lumière, si tu fais qu'une strate de peuplier et que tu recouvres entièrement la surface, tu n'auras que 100% occupé par le peuplier. Et il y a une quantité très importante de lumière qui passe et qui attaque le sol et qui n'est pas captée, quoi. Ah, yes. Bah, donc là, du coup, ça, voilà, l'idée c'est vraiment ça, quoi. Du coup là c'est bien illustré, et bien expliqué. Une plante qu'on peut conseiller, qui se bouture bien, comme tu es pépiniériste. Une plante qui se bouture bien, le cassis. Le cassis. Ça se bouture très bien, le cassis. Et puis ça fait de la biomasse, comme tu as expliqué, tout ça. Alors ouais, la caseille fait encore plus de biomasse pour nous, pour nos systèmes. Notamment là dans le sud-ouest, dans des endroits où le soleil peut cogner fort. Ouais. Nous, nos plantes qui sont les plus intéressantes, qui poussent vite, parce qu'on a besoin de plantes qui poussent vite pour prendre le relais du peuplier, du saule, etc. Mais au tout départ, ça va être la mûre sans épines et la caseille, quoi. Deux petits fruits en plus qui produisent, qui font des petits fruits super bons. La mûre sans épines, il faut trouver les variétés qui sont intéressantes au niveau du goût, mais il y en a quand même 2-3 qui font des trucs très chouettes. Tu peux nous en dire la muroise, moi je trouve qu'elle est vraiment très bonne. Là, je viens de la goûter. La Thai berry, quoi. Sur les mûres sans épines, nous on les consomme, on en fait de la confiture. Moi je les trouve très bonnes, mais c'est vrai qu'elles sont un peu moins bonnes que la mûre sauvage. D'accord. Et la caseille Josta, c'est la plus intéressante a priori, d'après Ribanjou. Ils font un super travail, cela dit, en vrai. Super. Bon, voilà. Bah écoute, si on veut vous rejoindre, le site, il y a un peu tout dessus. Le Facebook, il y a peut-être encore un peu plus de choses. Le site, on va le remettre à jour là, donc oui. Ouais. Le film. Le film, ouais. Les agrofrangins. Les agrofrangins, carrément. Pour vraiment du contenu sur la syntropie, sans lui faire de la pub, il n'en a pas besoin de toute manière, mais Greg est formateur. Ouais. Et il y a d'autres formations, mais c'est vrai qu'une formation pour la syntropie, c'est quand même vraiment chouette d'y passer pour bien comprendre tous les phénomènes, tous les processus. Et d'autres sources après, le resto, là il y a un resto qui est ouvert, et puis venez manger, venir faire la fête à l'association. Ça c'est génial, le concept est génial. On fait une grosse fiesta style banquet par mois à partir du mois de juin. Ok, le lieu s'y prête. Voilà, du coup, il y a de quoi faire. Ok, super.
Et ben ok, ben écoute, vive la Saint-Tropez, vive les jardins forêts. Ben carrément. Merci Antoine. Bah de rien. À bientôt. Ciao. Salut.